Bon, tout d'abord, je vais vous faire une petite précision sur cette première partie. Alors, tout d'abord, si vous souhaitez accéder à toutes ces ressources ultérieurement, ça peut éventuellement vous servir si vous avez un sujet de stage dans ce domaine-là. Vous avez le zip du répertoire que vous avez sur le bureau qui est téléchargeable sur le site de l'équipe AVR toujours pareil, enseignement TPS 3A et master, cours en ligne, Technovert, partie 2. Donc dans cette première partie de sujet, on vous demande de faire un pendule simple, hein, pas un pendule double, donc vous mettez qu'un seul corps. Et vous vous inspirez, c'est pratiquement le tutoriel, sauf les spécificités là que j'indique dans ce sujet, à savoir que dans le tutoriel, le repère grand n'est pas en 000, hein, ils le mettent ailleurs. Ici, on ne va pas s'embêter, le repère grand est en 000. Les caractéristiques du corps sont évidemment pas les mêmes que dans le tuto. C'est les caractéristiques du corps qu'on a définies dans la séance 1. Masse de 1 kg, longueur de 1 mètre, inertie qu'on a trouvée, qu'on a calculée lors de la première séance. Et d'autre part, ensuite, vous allez un peu plus loin que ce tuto. Je vous demande de me rajouter un bloc condition initiale. Ça, c'est assez pratique. Alors, votre chaînage, là, les repères, vous les placez à la position nulle. C'est expliqué à un moment dans le tutoriel, c'est que les repères, l'un par rapport à l'autre, correspondent à la position 0 du robot. Et vous pouvez très bien altérer cette position 0 au moyen d'un bloc qui s'appelle Joint Initial Condition. Donc je vous demande d'en rajouter un, hein, et de vérifier que ça marche. De mettre par exemple 90 degrés pour voir qu'effectivement il commence à 90 degrés, par exemple. Je vous demande aussi de mettre un actionnement en couple, parce qu'après on va commander en couple ce robot. Hein, on va calculer un couple grâce à Newton-Euler qu'on va calculer sous Maple, et ensuite on va l'appliquer au moteur virtuel, là, simulé, de ce robot. Donc il faut un actionnement en couple. C'est une entrée supplémentaire qui existe aussi dans Sim Mechanics. Donc, vous le cherchez, c'est pas dans le tuto ça, je ne crois pas. Ils ont un actionnement en vitesse ou en position, un truc comme ça. Vous mettez un actionnement en couple en plus au niveau de l'axe. Et troisième truc en plus, vous mettez un capteur de position angulaire, ça nous servira ça pour vérifier notre trajectoire. Hein. Donc c'est comme si on mettait un codeur incrémental. Et une fois que vous avez rajouté tout ça, vous calculez à la main votre couple, c'est facile hein, pour un axe, calculer le couple qui compense le couple de la gravité à l'horizontale, hein, c'est ça, c'est un calcul ultra rapide. Vous le mettez dans un bloc constante, vous lancez la simulation, et ça devrait vous faire ça. Donc vous voyez la simulation elle tourne encore là, le bras ne bouge pas. Vous voyez, il n'y a qu'un seul corps, là c'est la façon si mécanique de représenter les corps. Hein. Vous voyez le centre de gravité qui est indiqué, ça c'est mon corps de 1 mètre, et l'axe de rotation, il est à ce niveau-là. Et là il ne bouge pas du tout. Bon, si vous mettez autre chose, vous pouvez très bien mettre un couple nul et vérifier que le bras il tombe et il oscille quand vous mettez un couple nul. Et ça vous permet de vérifier que vous êtes juste. Une fois que vous avez validé ça, vous passez à la suite et vous rajoutez en série, exactement avec la même méthodologie, un deuxième bras. Donc en gros, c'est copier-coller de ce que vous avez déjà fait. D'accord ? Bon, voilà quelques éléments de solution pour la première question. Alors, le bloc environnement définit notamment la direction de la gravité, sa valeur, également des précisions de calcul, des précisions des tolérances d'assemblage et des modes d'analyse, enfin bon, ça c'est pour le solver. Est connecté à ce bloc environnement le bloc qui définit le repère monde, donc le repère inertiel, qui a une position ici qu'on définit à 0, 0. 0. Ensuite, ce bloc qui définit le repère monde est connecté à une articulation rotoïde
euh, qui est défini de cette manière-là par rapport au repère monde, qui définit déjà l'axe de rotation, hein, 0, 0, 1, donc un axe de rotation suivant Z, et sur lequel j'ai augmenté le nombre de sensor actuator ports, je l'ai passé à 3, de manière à pouvoir connecter les conditions initiales et le bloc de mesure. Normalement, j'ai rien d'autre là dans ce bloc, ouais. Ensuite, j'ai pu connecter donc un actuateur à un des ports supplémentaires avec le type d'actionnement qui est Generalized Force. Donc en l'occurrence, comme c'est une articulation rotoïde, c'est un couple, avec les unités du couple qui sont en newton-mètre. J'ai également un bloc condition initiale, avec une position 0 pour le moment, donc le bras devrait être horizontal en cet état-là. Hein. Voilà. Rien d'autre à dire. Oui, là j'ai aussi mis une constante en entrée de mon bloc actionnement couple, et pour le moment, j'ai mis 9,81 fois 1. Donc ça c'est la force de gravité, donc le poids. Et fois 0,5 comme le centre de gravité en 0,5. Donc c'est un couple positif, là, hein, donc positif au sens du Z. Hein, donc je vous rappelle, hein, le sens positif de rotation des couples de tout, c'est sens trigo. Et donc là, je m'oppose, si le moteur agit avec un couple positif qui a cette valeur-là, je m'oppose exactement à l'effet de la gravité. Hein, donc mon bras devrait rester statique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le sensor qui me récupère un angle, unité de degré, donc ça c'est mon capteur de position articulaire. Et enfin, j'ai le corps qui est connecté donc à l'articulation, qui a des repères. Alors il y a le repère du centre de gravité donc, qui est en 0,5. Il y a le repère CS1, vous voyez par rapport au repère CG, donc du centre de gravité. CS1, c'est le il y a toujours deux repères, hein. Un repère au début du corps, un repère à la fin du corps. Hein. Vous avez lu ça dans le tuto. Hein. J'ai défini le repère du centre de gravité par rapport au repère monde, il est bien en 0,5. Hein, suivant X, et en 0, 0 suivant Y et Z. Donc ça me permet d'avoir bras horizontal pour la position nulle. Et ensuite, les deux autres, CS1 et CS2, je les définis par rapport à ce CG. Il y en a un qui est en moins 0,5 et l'autre qui est en plus 0,5 par rapport au centre de gravité. Et ça fait bien une longueur de 1 mètre en tout. D'accord ? D'autre part, je définis l'inertie. Alors là, il veut la matrice, le tenseur d'inertie. Hein. Donc je spécifie un temps. Alors on n'a pas calculé le tenseur d'inertie, mais bon, c'est facile de déduire le tenseur d'inertie. Bon, sauf que là, apparemment, suivant x, j'ai mis 0. Peu importe. Bon, ça n'aura aucun impact. On ne l'a pas calculé suivant x. Hein. On l'a calculé suivant z. Suivant y, c'est exactement la même chose, comme il y a symétrie, c'est une section carrée. Hein. Par contre, on ne l'a pas calculé suivant x, c'est une valeur toute petite, hein, normalement, hein, c'est l'inertie suivant un axe qui est le long de la barre, et comme la section est tellement très petite, l'inertie est très petite, et là je l'approxime à 0, et ça n'aura aucun impact sur le solver, comme il n'y a aucune rotation suivant x. Mais comme lui il veut un tenseur d'inertie, hein, c'est clairement mis là, inertia, bon, c'est le tenseur, hein, il fallait que je remplisse cette matrice-là, que je la complète. Et là, vous retrouvez le 0,083 qu'on a trouvé ce matin.
Alors, orientation, donc vous voyez, ça c'est les orientations du repère CG de gravité par rapport au repère monde. Bon, bah, il est orienté pareil, hein. Et j'ai choisi les Euler X, Y, Z hein, pour la convention de rotation. Idem pour C1, CS2, les axes sont suivant les mêmes, enfin, sont dirigés exactement de la même manière que le repère CG. Hein. Donc là, il n'y a pas non plus de rotation. Alors, visualization, vous pouvez activer différents types de visualisation. Dès que vous mettez un corps, vous avez la possibilité, lorsqu'il commence à simuler, de visualiser soit, comme j'ai sélectionné Use Machine Default Body Geometry, donc c'était ce que vous aviez vu avant. Par contre, vous pouvez aussi, alors ça, le reste, bon, c'est pas très intéressant, mais ça, c'est pas assez intéressant. Si vous sélectionnez External Graphics File, vous avez la possibilité d'importer un fichier CAO de la pièce, un format, je ne sais pas, là c'est un format standard, hein, je ne sais plus lequel, de toute façon exportable avec n'importe quel logiciel de CAO, et vous avez la possibilité de visualiser du coup une pièce beaucoup plus complexe avec un rendu qui est bien meilleur. Du coup, je ne sais pas si vous avez regardé les démos là, de Sim Mechanics, vous pouvez très bien simuler la dynamique d'un vrai robot avec une visu qui correspond, qui peut être aussi précise qu'un vrai robot. Donc, et ça nécessite d'attacher un fichier CAO du corps et de l'avoir correctement référencé par rapport à vos repères. Ça aussi. Bon, ça demande un peu plus de travail. Donc ça, on ne va pas faire là, dans notre cas. Bon, ben, une fois qu'on a fait tout ça, ben, on peut simuler le système. Alors, je vous ai déjà montré ce qui se passait lorsque je simulais avec un couple qui compense exactement la gravité, mais si je mets 0 ici, normalement, mon bras, il va tomber. Donc, voilà, il est en train de tomber, là. Bon, évidemment, je ne suis pas en temps réel parce que mon calcul, il est un peu plus lent que le temps réel, hein, mais on voit bien le bras qui va aussi. Alors, il n'y a aucun frottement ici, hein, donc il va aussi en permanence. Là, vous n'avez peut-être pas sélectionné le bon item dans Visualization. Normalement, quand vous lancez la simulation, il y a ce truc-là s'affiche automatiquement. Hein. Donc là, on a un système, un oscillateur pur. Alors, il est possible de rajouter de la friction, hein, du frottement visqueux qui fera que le mouvement va s'atténuer avec le temps. Ça, c'est possible. Mais là, on vous demande. Donc, essayez d'obtenir ça dans un premier temps et ensuite rajoutez-moi le deuxième corps. Non, la couleur. Alors, inertia, vous avez mis J, et J c'est. Ouais, mais moi j'ai mis un tenseur d'énergie. Il accepte d'avoir juste. Je ne se pas là, parce que vous avez des SAPRA. C'est pas nécessairement pas ça, mais il n'y a aucune visu qui s'appelle. Comment tu as fait pour afficher la visualisation? Tu vas dans paramètres. Ok. Il faut activer ça, peut-être la visualisation. Display machine. Oui, tu fais show animation en même temps. Ça marche. Par contre, il y a un truc qui est bizarre, c'est que vous avez des autres que vous retenez. Oui, c'est ça. Ah, vous avez fait le rendu. Ça marche. Bon, si vous voulez avoir l'animation, il faut aller dans les paramètres de la simulation. Simscape, Simmechanics, Show Animation.
Ben, en fait, la liste des plusieurs conditions initiales, c'est horizontale et verticale. Mais genre, ils sont Bon, le double pendule, ça consiste simplement à recopier la même chose et le mettre en série du premier, hein. Donc vous voyez que tout ce que j'ai changé là, c'est dans body 1. J'ai fait apparaître, vous voyez là, il y a une colonne show ports, et j'ai fait apparaître CS2, donc qui est le repère du côté droit du premier corps, ce qui me permet de connecter l'articulation du deuxième corps à cette sortie-là, et également le deuxième corps. Et vous voyez aussi que le positionnement de CS1 de ce corps, déjà le centre de gravité il est en 1,5, hein, donc par rapport au repère monde, c'est logique, hein, c'est 1 mètre du premier corps plus la moitié du deuxième corps jusqu'au centre de gravité, et autrement les CS1, CS2 ils sont positionnés comme pour le premier corps, c'est évident. Bon, l'inertie, masse, tout ça, c'est pareil que l'autre, et tout le reste est identique. Alors, pour maintenir ce bras à l'horizontale, il faut un couple dans le premier qui compense la masse totale de ce qu'il voit, c'est-à-dire 2 kg, et 2 kg dans le centre de gravité, et au milieu de la longueur totale du bras, à savoir à 1 mètre. D'accord? 2 kg, parce qu'il y a deux corps, chacun 1 kg. Et globalement, si vous considérez que les deux corps, là, à l'horizontale, c'est un corps unique, le centre de gravité est bien au milieu. C'est pour ça qu'ici, torque 1, j'ai 2 fois 9,81. Torque 2, par contre, c'est juste le couple pour maintenir le deuxième, à une distance de 0,5 de l'axe, hein, le centre de gravité à une distance de 0,5, et la masse vaut 1. Donc, ici, on a 0,5 fois 1 fois 9,81, comme précédemment. Et quand on fait ça, quand on simule ça, le bras reste à l'horizontale. Maintenant, si je mets 0, 0, 0, 0, un couple nul sur l'axe 1 et l'axe 2, à ce moment-là, il tombe. Et évidemment, le mouvement est un peu plus complexe là, parce que il y a deux corps, hein, tout simplement. Et voilà ce que ça donne lorsque on met aucun couple. Donc les deux corps tombent avec un mouvement, bon, bah, qui est calculé en temps réel. Alors, très logiquement, il arrive en position, à la même position symétrique, hein. Il n'y a pas de perte, hein, au bout d'un tour. Alors, si vous avez ça, vous pouvez passer à la suite. Et la suite, c'est calculer les couples calculés avec Apple, les deux couples taux 1, taux 2, qu'on a mis en évidence ce matin avec la méthode de Newton et l'énergie récursive. Pour ça, vous ouvrez un fichier où il y a pratiquement tout déjà de dessiné, et il vous suffit de compléter les endroits où il y a des commentaires vides avec les bons calculs, ceux de ce matin.
Ouais. Oui, ah oui, mais non, ok, super bien. Ah oui, ah, c'est ça. Et je parle il y a une longueur. Vous savez comment il fait pour la... Vous savez comment il fait pour avancer ça, c'est mieux comme ça. Il faut un CS1 et un CS2. Ah bah c'est la même. Moi j'ai la même. Mais peut-être que lui, c'est pas quelle Comment longueur on fait pour ralentir? Parce que lui, il a vachement ralenti. Parce qu'il émet des affiches, CS1, CS2. Ouais, alors CS3, par exemple. Pour la suite du TP, hein, donc vous allez dans séance 3, partie 1, vous trouverez un fichier newton-euler-étudiant.m et pratiquement tout est défini. J'ai respecté les mêmes notations que ce matin, hein, dans le TD. D'ailleurs, la correction de ce matin, vous l'avez, hein, vous avez le PDF. Si vous avez mal noté ou vous avez des doutes. Là, il y a une petite astuce qui est bon de savoir là, tout au début, c'est la définition de Q1 et Q2 comme étant des variables symboliques, donc avec la commande sim, mais en précisant que c'est des variables symboliques qui dépendent du temps. Ensuite, ça permet d'avoir des dérivés qui tiennent compte de des dérivés par rapport au temps, qui tiennent compte de cette dépendance par rapport au temps. Ici, vous voyez bon, vous voyez que les calculs des vitesses et des accélérations ont déjà été faits. Hein, vous voyez les notations que j'utilise. Bon, là, pour dire que c'est dans le repère de base, j'ai mis un petit O. Hein, si j'avais mis 0, il aurait mis une erreur. Donc ça veut dire, c'est l'exposant à gauche 0 qui veut dire que tout est exprimé dans le repère de base. Hein. Voilà, donc j'ai l'itération dans le sens direct qui a déjà été faite là, sous Maple. Il vous reste à faire les itérations, les deux itérations dans le sens inverse, donc d'appliquer le PFD ou d'utiliser les résultats qu'on a établis ce matin hein, pour calculer taux 1, taux 2. Et à la fin, vous devriez avoir T1, T2. Alors moi, je l'appelle T1, T2 parce qu'il n'y a pas de taux sous MATLAB. Hein. Et la vérification ici vous permet de trouver. Alors, si à la fin, là, tout à la fin, vous voyez, vous avez un éval T1, éval T2 avec une application numérique qui correspond au bras horizontal à Q égale 0. Si là, vous trouvez les valeurs que vous avez saisies pour faire bras horizontal dans sim mécanique, c'est-à-dire 0,5 fois 1 fois 9,80 pour le premier, pour le deuxième, 2 fois 9,81 pour le premier. Vous trouvez ça, taux 1 et taux 2, T1 et T2, à ce moment-là, ça devrait être enregistré. Si vous avez une erreur à ce niveau-là, il faut vérifier vos saisies. D'accord ? Bon, voilà les équations que vous devez saisir dans les parties manquantes de ce script. Donc, conformément à ce qu'on a défini ce matin, donc on itère du corps 2 au corps 1. Le corps 2, on applique le PFD en translation. On trouve F1/2 dans 0 est égal à M2 fois l'accélération de G2 plus la force, enfin moins la force de gravité. Ce qui nous permet d'obtenir ensuite le couple T2 dans le repère de base.
Et ici, vous voyez que ça utilise, bon, ça fait un produit vectoriel, cross, c'est cross-product, hein, donc un produit vectoriel qui utilise ce terme-là qui vient juste d'être calculé. Hein, donc il est important de le faire dans le bon ordre. Et là, vous voyez apparaître les termes qui correspondent au... donc c'est le produit vectoriel qui donne le couple dû à la force de 1 sur 2, hein, et ça c'est les coordonnées, enfin c'est les coordonnées dans 0 du vecteur entre le point d'application de la force et le centre de gravité du corps numéro 2. Ensuite, vous faites pareil pour le corps numéro 1, d'abord le PFD en translation, ensuite le PFD en rotation, et avec à chaque fois l'utilisation d'un résultat précédent. Donc OF12, qui a été calculé là, qui nous donne OF, enfin F01 dans le repère de base et F01 dans le repère de base, et utilisé ici pour calculer le couple taux 1. Alors ensuite, on élimine les dépendances de t. Là, dans ces expressions, vous avez des Q1 de t, Q2 de t, et ça, vous ne pouvez pas faire du copier-coller pour l'utiliser ensuite dans l'autre script. Hein. C'est pour ça qu'il y a des substitutions qui sont faites pour remplacer Q1 de t par grand Q1 et Q2 de t par grand Q2. Et donc ensuite, on convertit en char, parce que par défaut, Maple vous le met sous une forme dite pretty. Pretty, ça essaye avec du texte de faire des équations qui sont plus lisibles. Donc ça écrit ça essaye de dessiner les racines carrées, par exemple, alors les fractions ou alors des parenthèses qui sont un peu plus grandes. C'est pas quelque chose que vous pouvez copier-coller dans un script. Et quand vous utilisez la fonction char, ça convertit cette forme symbolique pretty, donc lisible, agréable à l'œil, en forme symbolique compréhensible par MATLAB. Et donc T1, T2, donc c'est les expressions qui vous sortent, que Maple vous sort dans l'espace de travail, que vous pouvez copier-coller dans l'autre script. Et la vérification, normalement, vous donne les valeurs que vous aviez calculées précédemment. Donc voilà ce que vous devriez obtenir. Alors bon, difficile de vérifier, évidemment, tant les expressions sont grandes, mais à la fin, ce que vous pouvez vérifier, c'est taux 1, taux 2, 2G, 0,5G, c'est bien les valeurs auxquelles vous vous attendiez. Bon, c'est une vérification sur un cas particulier, comme d'habitude, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur, mais ça augmente le taux de confiance dans vos équations. Et c'est ça, ces deux termes-là, qui sont très très grands, hein, vous voyez là, c'est énorme, hein, qu'il faut copier-coller dans Computed Torque, ou je ne sais plus comment il s'appelle exactement, donc c'est dans le sujet de la partie 2. C'est dans computedtorque.m que vous copiez ces expressions algébriques à l'endroit où il y a un trou. Quoi. Un endroit où il y a un blanc, et vous copiez ce résultat et vous le collez dans le script ComputeTorque. Le script ComputeTorque fait le couple calculé taux 1, taux 2 en fonction d'une trajectoire. Cette trajectoire va spécifier la position en fonction du temps, notamment l'accélération et la vitesse, et vos équations dynamiques vont en déduire le couple moteur pour réaliser ça, grâce à vos calculs. Et c'est ce couple-là que vous allez appliquer à la simulation SimMechanics, qui va faire bouger le robot virtuel. Logiquement, si vous n'êtes pas trompé, le robot virtuel devrait bouger conformément à la trajectoire que vous avez définie. Cette trajectoire, alors si vous ouvrez le MDL, là, le pendule ct.mdl, vous apercevez que vous avez des blocs qui vous permettent de réaliser des fonctions. Hein, c'est des blocs
Vous pouvez éditer une fonction en définissant les différents points de cette fonction. On va le voir tout de suite. Donc là, je suis... Ouais. Alors ça, c'est donc votre script ComputeTorque est appelé ici. Hein. Il reçoit en entrée plein de paramètres. Vous voyez, il reçoit Q1, la position articulaire, Q1 dot, la vitesse articulaire de 1, Q1 double dot, l'accélération articulaire de Q1. Idem pour Q2. Et ce que vous définissez, c'est dans le bloc signal 1 et signal 2. Enfin, joint 1 acceleration, joint 2 acceleration. Hein, donc c'est un bloc, quand vous double-cliquez, vous pouvez saisir une forme de signal, définir des points, comme vous voulez, les déplacer. Et là, vous définissez la forme de signal qui correspond à celle qu'on a calculée ce matin, qui correspond à une trajectoire de pi sur 2 sur les deux axes, réalisée en 0,707 secondes, avec un max qui vaut 4 pi radians par seconde carré. D'accord? Donc vous vous débrouillez pour saisir dans ces blocs, parce que par défaut, c'est pas fait. Hein. Vous saisissez dans ces blocs la bonne forme d'accélération. Lui, il se débrouille pour faire la vitesse et la position. Hein. Vous voyez qu'il y a des intégrateurs qui génèrent à partir de votre accélération, vitesse et position. Hein. Et ça, c'est envoyé en entrée à votre ComputeTorque qui génère en sortie T1, T2, Tau1, Tau2, et qui l'envoie au moteur de SiMechanics. Logiquement, le bras devrait faire ce que vous voulez, c'est-à-dire votre bras, il va faire ça. S'il ne fait pas ça, c'est que vous avez une erreur. Alors un petit mot encore sur l'énergie. Regardez comment j'ai synthétisé l'énergie là. Parce que je vous rappelle, l'objectif de tout ça, c'est de comparer l'énergie consommée par la trajectoire de base par rapport à une trajectoire optimale. Et regardez comme je calcule l'énergie, je multiplie, vous voyez, je fais le carré du couple Tau1, le carré du couple Tau2, je les additionne, je les intègre, et là j'obtiens quelque chose qui est homogène à une énergie. Ouais, c'est bien ça. Alors pourquoi c'est ces termes-là qui m'intéressent? Hein, c'est simplement. Alors pourquoi, à votre avis, c'est le couple que j'intègre et non pas, par exemple, l'énergie mécanique qui serait l'intégrale du couple fois la vitesse? Parce que le couple, c'est l'image de l'intensité qu'on avait. Tout à fait. Le couple, c'est exactement, c'est proportionnel à l'intensité moteur. Et l'intensité moteur, finalement, là, l'énergie que je vais afficher, c'est l'image des pertes par effet Joule dans les bobinages. Hein, parce que les bobinages vont faire des pertes qui sont à RI carré. Et quand vous intégrez quelque chose qui est proportionnel à un courant, hein, au carré, vous obtenez à R près, au coefficient R près, évidemment, ça ne sera pas les joules exactement, mais ça donnera une grandeur qui sera proportionnelle à l'énergie, mais on pourra comparer hein, avec l'autre solution, et l'énergie dissipée par effet de Joule dans les moteurs. Dans les moteurs et éventuellement dans les composants de puissance qui ont aussi une résistance. C'est des transistors MOS qui passent, quand ils sont passants, une petite résistance, donc aussi susceptibles de chauffer. Et tout ça, ça fait des pertes. Et finalement, ce qu'on va essayer de minimiser, c'est ces pertes. Ces pertes, c'est de l'énergie mécanique
qui n'est pas utile. Et donc si on arrive à minimiser les courants moteurs, on arrivera à minimiser l'énergie consommée par le robot. Donc essayez déjà de réaliser cette trajectoire et de regarder ensuite l'énergie consommée pour cette trajectoire. Après, on va essayer de minimiser ça. Donc mon profil, il ressemble à ça. Hein, il monte à peu près 12,5, ce qui correspond à max. Hein, et bon, là, c'est un profil triangulaire en accélération. Hein, donc c'est 0,707 sur 2 à max et ensuite moins à max pour le reste de la période du profil. Et évidemment, il y a la même chose de l'autre côté pour les deux axes. Et donc, quand je lance cette simulation, alors il faut la lancer sur 0,707. Hein. Peut-être c'est ça qui va. Oh non, c'est pas possible que ce soit ça qui n'aille pas. Mais enfin, bon, faudra débugger. Hein. Quand vous lancez ça, ça fait un déplacement qui ressemble à ça. Bon, c'est pas du temps réel, hein, parce qu'il ne calcule pas assez vite, mon ordinateur. Il s'arrête exactement à pi sur 2, donc là, il doit rester à l'arrêt. Bon, la simulation vient de se terminer, et j'ai du 1868. Alors ça, c'est, encore une fois, l'énergie dissipée par effet Joule. On peut supposer que le robot récupère l'énergie de décélération. C'est-à-dire qu'il y a des supercapacités, par exemple, au niveau de l'électronique de puissance, qui sont capables de stocker les décélérations. Donc cette énergie est déjà récupérée d'une autre manière, d'une manière électrotechnique. Et restent les pertes par effet Joule. Celles-là, on ne peut rien faire. Hein. Des bobinages de moteurs, il y a toujours une résistance. Bon, on peut minimiser cette résistance, mais ils chaufferont toujours. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'optimiser encore plus, d'optimiser cette trajectoire, de manière à minimiser les couples moteurs, de manière à minimiser les pertes par effet Joule. Comme ça, on aura un système parfaitement efficient. Donc le but, maintenant, c'est de découper la trajectoire en 7 échantillons et de faire une optimisation qui va modifier la position de ces 7 échantillons d'accélération. Donc on n'aura plus une forme simpliste, là, un pulse plus et un pulse moins. On se permet d'avoir quelque chose de plus complexe. Qui plus est, on se permet d'avoir quelque chose de différent sur l'axe 1 et l'axe 2. Et c'est l'optimisation qui va modifier la forme de cette accélération sur 1 et sur 2. Donc il y a 14 paramètres qui vont être optimisés. Au bout d'une vingtaine de minutes, normalement, sur vos machines, ça aura convergé vers une trajectoire optimale et vous verrez l'énergie consommée, enfin dissipée par effet Joule pour cette trajectoire et vous verrez qu'elle est significativement plus faible que le 1800 et quelques. Donc vous passez quand vous avez fini, vous passez dans la partie 3 et vous lancez l'optimisation. Vous essayez de la comprendre aussi, hein, parce que c'est pas juste faire play sans comprendre. Hein. Le but, c'est de comprendre les étapes de cette optimisation. D'ailleurs, je vais peut-être un peu vous en parler. Alors vous voyez que dans cette partie 3, le bloc là que vous aviez utilisé là a été remplacé par autre chose, où il y a un point d'interrogation tant que le script n'a pas été lancé parce que ce n'est pas encore défini. Donc c'est un bloc from workspace qui prend des valeurs
A10, A11, A12, etc. jusqu'à A17, et qui va envoyer ces valeurs successives d'accélération à votre bloc compute torque. Idem de l'autre côté, sauf que ça s'appelle A20 jusqu'à A27. Ces valeurs-là, c'est les valeurs qu'il va falloir optimiser, c'est les valeurs que vous retrouvez dans le script associé. Alors ce script associé, je vais essayer de vous l'ouvrir. Il n'est pas là, non, il faut que je l'ouvre. Donc le script c'est trajob.m. Et trajob.m va définir, alors il y en a combien? Il y en a 12 paramètres, P11 à P16 et P21 à P26 qui sont les paramètres de l'optimisation. Donc il y a 12 paramètres qu'il va falloir optimiser. Il s'agit des points intermédiaires. Vous excluez le premier point et le dernier point, hein, qui doit forcément être nul pour l'accélération. Et vous avez les points au milieu qui sont les positions des accélérations, des échantillons des accélérations entre les deux extrémités, qui sont P11 à P16 et P21 à P26 pour respectivement l'axe 1 et l'axe 2. Alors au début, vous voyez que la trajectoire a une accélération toute plate, toute nulle. Bon, évidemment, là, au début, quand vous lancez l'optimisation, il ne se passe rien, hein, quand l'accélération est nulle. Mais au fur et à mesure des itérations, l'algorithme d'optimisation va proposer des candidats non nuls pour ces 12 valeurs. Et au fur et à mesure, ça va converger vers la bonne position finale grâce à la fonction de coût. Et la fonction de coût, elle est là, F. Et vous voyez qu'elle est multicritère. Il y a l'énergie, ce 1800 là, pour une trajectoire basique, mais il y a surtout deux autres critères qui sont la précision de respect de la position finale. Vous voyez que j'ai mis un facteur 10 000 sur cette erreur-là. Hein. Et ça, c'est pour absolument forcer l'algorithme à respecter le bon déplacement. Hein. Donc déplacement 1, déplacement 2, c'est les positions finales de l'axe 1 et de l'axe 2. Et je veux que ça corresponde exactement à delta 1 et delta 2, qui sont respectivement égales à pi sur 2 pour les deux. Donc s'il y a une différence, elle est multipliée par 10 000, et donc elle intervient énormément avec un poids très très fort dans l'optimisation. Donc avant tout, l'optimisation va chercher à respecter la position finale. Un robot, c'est quand même avant tout quelque chose qui doit être précis. Ensuite, on va essayer d'optimiser l'énergie. Mais c'est accessoire. Avant tout, on veut respecter la précision. C'est pour ça qu'il y a ce 10 000 là, sur ces deux termes de la fonction de coût. Et donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure, donc, il va respecter très précisément la position finale, hein, très rapidement, mais l'énergie va décroître au fur et à mesure des itérations. Vous pouvez voir ça dans le bloc énergie. Et vous pouvez aussi afficher au fur et à mesure des itérations la forme de l'accélération. Et vous allez voir que la forme de l'accélération va devenir de plus en plus bizarre, va s'éloigner de plus en plus de quelque chose de standard, et surtout va se différencier d'un axe par rapport à l'autre. Laissez-le tourner 20 minutes, enfin laissez-le tourner jusqu'à ce qu'il converge. L'algorithme, hein, il va vous dire à un moment, ok, j'ai trouvé un minimum local ou global, et regardez l'énergie consommée à ce moment-là. Et regardez aussi vers la fin la forme de la trajectoire. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Et il faut essayer de me l'interpréter physiquement, hein, parce qu'il y a une interprétation physique à l'optimum qu'il va trouver. Ah oui, ça y est, je pense pas qu'on a fait un geste de M,
Ça peut faire ici de M. Genre un truc comme ça, ça fait ça. C'était pour un robot, ça me semble. Donc là, vous voyez, au bout de très peu d'itérations, il arrive à faire la trajectoire que vous voulez. Vous voyez aussi qu'au début, les deux accélérations en violet et en jaune de l'axe 1 sont relativement similaires, mais déjà différentes. Et au fur et à mesure des itérations, donc là vous voyez que s'il y a 1896 ou 2200, bon c'est normal que ça varie, hein, mais pour le moment on est plutôt à la limite haute, hein, mais au fur et à mesure des itérations, vous allez voir que le jaune va se différencier du violet et que ça va sérieusement économiser l'énergie dissipée par effet Joule. Ouais. Juste comme 874, c'est un peu ici, ça marche pas. Pardon 874. C'est un peu beaucoup. J'ai cliqué sur les scopes et ça s'est arrêté. Je pensais que c'était. Je voulais vérifier. Est-ce que dans la fenêtre MATLAB, il a dit qu'il affiche? Il donne. Ah non, tu l'as arrêté. J'ai cliqué sur relancer. Ce qu'il faut bien comprendre, donc là, c'est que l'algorithme d'optimisation, à chaque étape, fait appel à la simulation. Hein, donc c'est l'évaluation de la fonction de coût, pour ceux qui ont fait optimisation, qui a fait optimisation. Ok, quand même. Donc l'évaluation de la fonction de coût, c'est directement un appel à une simulation simulée, avec en plus un appel à la toolbox mécanique. Et donc rien n'empêcherait de mettre un vrai robot dans la boucle là. Rien n'empêcherait de faire ça sur ce robot par exemple. Et qu'à chaque itération, on fasse le mouvement sur un vrai robot et qu'on mesure grâce à un wattmètre interfacé avec l'ordinateur l'énergie consommée pour chaque itération. Rien n'empêche de faire ça. Surtout avec les fonctionnalités hardware in the loop qu'offre MATLAB Simulink. Donc ça, c'est l'étape d'après. Vous pouvez faire cette optimisation directement sur le vrai système, donc qu'elle soit adaptée, parfaitement adaptée au vrai système avec toutes les nuances de son modèle. Parce que là, c'est un modèle relativement simplifié quand même. On pourrait le faire directement sur le système réel et là, avoir une optimisation qui est parfaitement tunée au vrai système.
C'est fini? Ouais, c'est ça. On passe de 1800 à 692. Donc, je vous laisse imaginer sur 100 robots de 50 kW, quelle économie ça peut faire en une année. Hein. C'est totalement significatif. Et vous avez exactement le même temps de cycle, 0,707. Pourtant, vous divisez par 3 l'énergie consommée. Alors, bon, je vous laisse réfléchir à l'interprétation physique. Il y a une interprétation physique, dites-moi quel effet est exploité pour économiser de l'énergie. Pour ça, il faut regarder, enfin, vous l'avez vu bouger à la fin. C'est pas centrifuge. C'est pas l'effet centrifuge. Regardez là-dessus, là. Là, ça bouge encore. Essayez de voir qu'est-ce qu'il exploite comme effet. Là. Regardez, il y a un des bras qui va un peu plus loin et ensuite il revient. Qu'est-ce que c'est comme effet ça? Parce que le mouvement qui est plus loin. C'est comme si François droit de levier. Du coup, D'ailleurs, ça vous rappelle rien là, ce mouvement-là? Ça ne s'approche pas de quelque chose qui est relativement naturel? Ça marche? Hein? Pourquoi est-ce que le deuxième bras va plus loin que là où il devrait aller? Si vous arrivez à répondre à cette question, vous avez compris. Et vous comprendrez l'effet qui est exploité. Le deuxième bras, lorsqu'il accélère beaucoup plus rapidement que le premier, il tend à limiter l'inertie globale par rapport au premier moteur, pour la première accélération. Donc il va limiter le couple d'accélération initiale pour le premier moteur. Et lorsqu'il revient, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'effet sur le deuxième axe? Lorsque, étant allé trop loin, il revient légèrement. Ça vous rappelle rien, ça? Effet Coriolis? Qu'est-ce qui se passe? Le premier, il va à sa vitesse maximum, avec le deuxième qui est légèrement trop loin. Et ensuite, le deuxième il se rabat. Qu'est-ce qui se passe avec l'inertie globale quand il revient? Qu'est-ce qui se passe avec la vitesse du premier? Coriolis dit que ça va freiner le premier. Donc en faisant ça, le deuxième augmente l'inertie globale du système. Donc c'est comme lorsque le patineur il écarte la jambe, hein, et donc ça va décélérer le premier. Au lieu de décélérer avec le couple moteur, vous décélérez avec l'effet Coriolis. Donc ça ne consomme pas de courant. Donc vous ne perdez pas de chaleur dans les bobinages. C'est ça qui est exploité. Et c'est aussi ça qui est exploité pour la marche humaine. C'est pour ça qu'elle est tellement efficace énergétiquement. Et ça, c'est l'optimisation qu'il a trouvée tout seul. C'est quand même assez remarquable. On n'a pas d'idée, là. On l'a laissé faire. On l'a laissé descendre un gradient. Et ça nous a donné ça. Donc, je vous laisse imaginer. Vous ne l'aurez peut-être pas trouvé tout seul. Hein, si vous avez demandé d'avoir une intuition comment trouver un profil, imaginer un profil d'accélération qui consomme moins d'énergie, je ne suis pas sûr
que vous m'auriez, de but en blanc, proposé une solution qui exploite Coriolis. L'optimisation, là, permet d'avoir de l'information, des intuitions, qui, ensuite formalisées, peuvent éventuellement aller plus loin. Et vous voyez que simplement un calcul numérique peut donner une solution qui est déjà très performante et qui divise quasiment par 3 l'énergie par rapport à une trajectoire basique. C'est des outils qu'il faut absolument maîtriser, je pense, pour l'ingénieur, pour les ingénieurs que vous serez, hein, parce qu'ils sont extrêmement performants et extrêmement faciles à mettre en œuvre. Vous voyez que vous avez réussi à mettre en œuvre ça en moins de 4 heures. Oui. Le temps de l'accélération dépasse les. L'accélération dépasse l'accélération. Ça, c'est pas impossible, oui. Parce que j'ai pas mis de contrainte là-dessus. Bonne remarque. Mais globalement, sur des moteurs, transitoirement, alors, ça dépasse effectivement un max sur 1/7 de période. Hein. Donc, sur un temps extrêmement court, et ça, on peut le tolérer. Hein, des accélérations ponctuellement très importantes qui peuvent aller jusqu'à 5 voire 10 fois le courant nominal, on peut le faire, on peut se permettre. Ça, il y a, à condition que le variateur le supporte. Ça, c'est vrai. Mais tu as raison. La trajectoire, on n'a pas mis de contrainte sur Amax. On aurait pu faire une optimisation sur contrainte. Hein. Et ça, je ne l'ai pas pour l'instant. Tout à fait. Ok, donc on vient de passer la barre des 700. On vient de passer en dessous de la barre des 700 pour l'énergie consommée. L'algorithme va bientôt s'arrêter. Il va bientôt atteindre un minimum probablement global, mais peut-être local, on ne peut pas le savoir. Il faut quand même rappeler qu'on part de 1800 pour une trajectoire classique. Et on va s'arrêter à quelque chose comme 690. Et donc avant que ça s'arrête, donc on peut voir là sur cette animation l'effet qui est utilisé là, l'effet physique qui est utilisé pour freiner le premier axe. On utilise l'effet, enfin ce qui est exploité c'est l'effet Coriolis. En effet on voit très bien que le deuxième axe va plus loin qu'il devrait aller. Je rappelle qu'il doit aller à pi sur 2. Là, il va nettement plus loin, peut-être 20 à 30 degrés plus loin que pi sur 2. Ce qui permet de prendre une espèce d'élan. D'ailleurs, on voit que le premier axe n'essaye pas de contrer la réaction de l'accélération du deuxième axe. Il commence par partir un peu vers l'arrière, comme pour absorber ce choc et pour diminuer les courants. Et on voit surtout que en se rabattant, en revenant de la position peut-être, je sais pas moi, 120 degrés vers 90 degrés du deuxième axe, il y a un effet Coriolis qui freine le premier axe. Donc au lieu d'utiliser le courant moteur, le couple moteur pour freiner, là c'est l'effet Coriolis qui est exploité pour freiner le premier axe qui est aussi celui qui supporte la plus grande inertie. Du coup, il est logique que ça génère des courants moteurs plus faibles et donc des pertes par effet Joule plus faibles et donc des échauffements plus faibles. Donc tout ça obtenu grâce à de simples méthodes numériques qui sont un peu une méthode brute force, mais qui donne de très bonnes idées, de très bonnes pistes d'amélioration du générateur de trajectoire des robots. D'ailleurs, on peut observer ici les profils d'accélération des axes 1 et 2. On voit très bien que l'axe 2 commence à accélérer très très fort au début, et ensuite part dans l'autre sens de manière à exploiter l'effet Coriolis, et on voit que entre le profil d'accélération de l'axe 2 et de l'axe 1, il y a une différence notable
hein, et on serait bien en peine d'imaginer de but en blanc une trajectoire aussi complexe pour économiser d'énergie. Et là, c'est l'algorithme d'optimisation qui nous a trouvé ça tout seul. Voilà, l'algorithme a convergé et on peut voir que l'énergie consommée finale est de 691,9 et on partait de plus de 1800, hein, ce qui est quand même un gain significatif. En vérifiant donc dans la console, hein, donc là on a l'historique de toutes les étapes de l'algorithme d'optimisation, il nous dit local minimum possible. Hein, donc il a considéré que les changements entre deux fonctions de coût successives sont négligeables par rapport à la précision, aux critères d'arrêt qu'on lui a spécifiés. Donc il s'arrête, mais il s'arrête en ayant trouvé un optimum qui est tout à fait intéressant. Voilà, ça conclut donc ce travaux pratique d'ingénierie durable sur l'optimisation énergétique d'une trajectoire d'un robot manipulateur plan à 2 axes.